remercie. À la fois c'est une position, quand on parle en avant-dernier, avant la synthèse, on a un peu l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je m'excuse par avance si c'est des petites choses qui peuvent risquer d'être redondantes. En tous les cas, il y a des choses qui font écho pas mal à la présentation de ce matin d'Yves Martin, parce qu'on est partenaires, au Général du Rhône, on est même tutelle et on a l'habitude de travailler ensemble dans un contexte partenarial. Moi je travaille dans un service stratégie communication, c'est tout le temps en train de changer parce que la structuration, l'organisation est mouvante, et je suis responsable des études. Juste un petit rappel sur le contexte, donc le musée des Confluences n'est pas une création ex nihilo, c'est un nouveau bâtiment qui va ouvrir en 2014, mais qui s'inscrit dans l'héritage du Muséum Musée Guimet de Lyon. Et globalement, ce que moi je peux ressentir en tant qu'acteur dans ce projet depuis presque 10 ans, c'est que sur la question du numérique, on sent qu'il y a une injonction, c'est-à-dire que c'est un nouvel équipement, du coup, il faut qu'il soit contemporain et qu'il propose des outils innovants et qu'on fasse des propositions de médiation utilisant ces interfaces numériques. Et en revanche, on sent qu'il y a une culture, des pratiques professionnelles très hétérogènes. On n'a pas, par exemple, aujourd'hui de services numériques, nouveaux médias dans l'organigramme actuel. Donc c'est vraiment un travail qui, pour l'instant, se fait en partenariat avec le Centre Erasme, qui nous conseille, qui nous accompagne. Mais bon, on sent que là, il y a quand même des enjeux assez forts, mais que ce n'est pas forcément complètement intégré à tous les niveaux. En termes de pratique, en revanche, on a développé depuis quand même de longues années des approches participatives, que ce soit en médiation et également en évaluation. Des approches participatives en évaluation, c'est de constituer des comités de visiteurs pour tester des scénarios d'expo. Enfin, c'est des approches un petit peu nouvelles en termes de méthodes qui s'inscrivent dans cette logique un petit peu participative. La prise en compte de la réalité des nouvelles pratiques des publics et de toutes les logiques du Web 2.0. Et donc, une approche qu'on a développée depuis 2002-2003, c'est de concevoir des projets avec une dimension d'expérimentation, de tests en conditions réelles, et qui sont accompagnés le plus souvent d'études, retours d'expérience du côté des publics, dans la perspective de l'ouverture. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt une analyse transversale qui croise plusieurs terrains, pour lesquels je vais faire émerger un petit peu des points récurrents et des points qui nous questionnent. Bon, là, je passe vite parce qu'on en a déjà parlé. Donc, c'est la démarche, on vient d'aborder un petit peu brièvement tout à l'heure, c'est quand on est dans une posture d'évaluation de projet, d'expérimentation, c'est le partenariat qu'on peut mettre en place avec le milieu de la recherche. Il est très fécond et nous, on l'a fait dès le début. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une cellule d'évaluation intégrée à l'institution, j'ai quand même un budget dédié qui me permet d'aller monter des collaborations, des partenariats avec le milieu de la recherche sur des questions parce qu'on ne connaît pas tout, on n'est pas compétent sur toutes les questions. Voilà, un des premiers dispositifs étudiés, c'était dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Ni vu ni connu sur la question du camouflage. On avait proposé une carte aux visiteurs qui détenaient une puce RFID qui permettait d'enregistrer en gros tous ses comportements, passage à des bornes, il était pris à son insu en photographie, ça enregistrait les temps de visite. Et globalement, il ne savait pas exactement ce qui se jouait avec cette carte qu'on lui donnait dès son entrée au musée. Et on lui révélait à la toute fin de son parcours, il y a toutes les informations qui avaient été collectées à son insu qui étaient restituées sur une borne en fin de parcours. Donc ça, on l'a étudié d'ailleurs avec une équipe de Grenoble, Fabrice Forest, tout ça a été publié, donc c'est des informations qui peuvent facilement circuler. Et c'était intéressant de voir la cohérence avec la thématique de l'exposition sur cette question de camouflage et de faire vivre l'expérience du traçage pour en fait après ouvrir des questionnements sur les enjeux de ces technologies aux visiteurs qui avaient été un petit peu pris au piège dans un scénario de visite qui entrait en écho avec la thématique de l'exposition. Et on avait bien anticipé ces questions parce qu'on avait monté un partenariat avec la CNIL pour pouvoir faire ce genre d'expérience. Et là-dessus, on s'est quand même rendu compte des freins. Il y a des gens des publics qui étaient furieux d'avoir été pris au piège, et en même temps, quand ils ont vu le pourquoi, ils ont quand même accepté cette situation. Et on a vu ce qui se jouait sur les possibles limites ou dérives de la personnalisation. Et dans les
analyse de corpus de discours de visiteurs, on a pu voir quand même les freins à la personnalisation, parce que ces outils RFID permettent bien évidemment ça, en disant qu'on voilà, on refuse un peu d'être enfermé dans un profil type qui déclencherait des contenus adaptés. Enfin, on a senti dès ce moment-là des réticences assez fortes des publics là-dessus. Et juste sur cette expérience, des questions d'encombrement, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que même une carte qui avait un format type carte postale, déjà c'était mais est-ce que je la mets, qu'est-ce que je fais de ce truc, bon, on me dit de la garder parce qu'elle va me servir à quelque chose, mais rien qu'un petit format papier un peu cartonné dans la main, c'était déjà un frein pratiquement cognitif, enfin, encombrant, cognitivement parlant, qui posait souci. Après, on a étudié des dispositifs, Yves Armel en parlait ce matin, plutôt dans le cadre d'ateliers, enfin, ce qu'on a appelé des espaces découvertes, des ateliers avec des médiateurs muséographiés qui permettaient, par le jeu, la manipulation, de développer des contenus, avec différents scénarios. Donc là, on était plus dans une objet, pareil, avec des technologies RFID d'objets communicants qui déclenchent des contenus dans un parcours. Là, c'était un scénario de jeu en équipe. Moi, ce que j'ai pu noter du côté des retours d'expérience, c'est sur ces notions de jouabilité de jeu. Il y a toujours le temps compté, les scores, qui vont quand même un peu à contrario des apports cognitifs. Parce qu'il faut aller vite, il faut tout faire, il faut finir en premier, il faut gagner. Et que finalement, il y avait comme des freins entre les intentions des équipes de médiation sur les contenus, la transmission, la sensibilisation à une thématique autour des enjeux de l'alimentation, et puis le scénario tel qu'il avait été monté avec cette idée de jeu en équipe, de score et de gain, qui est récurrente quand même sur certains des dispositifs qu'on a pu étudier. Un autre, il en a parlé ce matin, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus, c'était un autre type d'atelier, pareil, un peu avec ces dispositifs d'objets communicants. C'est clair qu'il y a cet effet un peu magique d'enchantement qui est très apprécié des publics parce que la technologie est cachée, c'est un objet qui est caché sous voilà, une puce ou quelque chose, sous un objet qu'on manipule, qu'on garde avec soi. Et quand les scénarios sont pensés de façon cohérente, intelligente, ça fonctionne plutôt bien. En revanche, on a pu quand même se rendre compte à chaque fois qu'il y avait des réticences des équipes en disant est-ce qu'on vise, la manière dont les scénarios étaient pensés, on visait l'autonomie de la pratique, c'est-à-dire que c'était des dispositifs qui devaient fonctionner sans médiation, et que systématiquement, en fait, il fallait de la médiation humaine, de la médiation technicisée. Enfin, ça, moi, je l'ai repéré sur tous les terrains. Alors, soit parce qu'on n'a pas été au bout des logiques dans l'écriture des scénarios, ou soit la consigne n'est pas intégrée. Alors, qui distribue la question du mode d'emploi, elle est évincée, donc déjà, il faut qu'on explique comment ça marche. Enfin, donc, en fait, soit c'est la médiation, il faut la penser vraiment de manière, du début à la fin du process, et du coup, il y a quand même toujours la nécessité d'avoir une médiation humaine en plus. Enfin, ça a été systématique. La dernière étude qu'on a étudiée, pareil, on a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, c'était un explorateur de collection intégré à une exposition, je vais y revenir, le caging, on a parlé ce matin, je reviendrai si on a le temps. En gros, donc, je vais revenir juste sur un petit peu la méthodologie. Donc, on expérimente en conditions réelles, donc en présentant nos dispositifs qui soient prototypés, finis ou pas complètement aboutis dans le cadre de manifestations publiques. Que du coup, il y a une volonté d'intégration des équipes de médiation dès la conception, et c'est toujours l'écueil. Enfin, on s'est rendu compte sur des projets antérieurs qu'ils arrivent en bout de chaîne et que du coup, il y a quand même des loupés. On essaye d'accompagner ces projets d'expérimentation, d'évaluation et de bilan pour pouvoir faire des préconisations. Et quand on regarde ce qui se joue en termes d'études d'usage, donc on regarde les significations, les motivations. Alors on va revenir sur l'appropriation, mais c'est vrai que c'est dans quel cadre ça s'inscrit, on est à l'aise ou pas avec ces technologies, on sait les utiliser, quel sens ça a. Donc situer quand même ces pratiques avec les pratiques culturelles ou amateurs au sens large, et regarder ce qui se passe du côté des inventions, donc ça c'est assez intéressant à regarder, mais aussi les limites ou les freins. Donc je vais peut-être aller plus vite.
Mais sur le dernier exemple, on a proposé dans une exposition un jeu avec une tablette tactile, des objets qui étaient badgés. Il y avait une espèce d'enquête. Il fallait aller rechercher des objets qui déclenchaient des contenus sur une tablette iPad. Il y avait également dans l'espace d'exposition un explorateur de collection. Donc on a mis en place une étude pour regarder un petit peu, avoir un retour d'expérience sur ce projet d'exposition qui intégrait finalement 3 dispositifs numériques différents. On a mis en place une étude avec le LabSIC à Paris 13, une équipe de recherche qui a travaillé avec nous. Donc en gros, voilà, on a suivi les visites, les consultations en observation, on a fait des entretiens avec les visiteurs juste à l'issue de leur parcours. On a aussi relevé spontanément les retours, les échanges de paroles en étant en situation d'observation dans les espaces d'expo. Et puis, 4e élément, on a remis un carnet de bord qui était envoyé par mail aux visiteurs qui avaient l'intention de continuer le jeu en ligne. Et Barmel en parlait ce matin, en disant qu'il y a à peu près 25% des visiteurs qui ont souhaité prolonger en ligne. Et du coup, c'est vrai que ça pose des défis aussi à l'évaluation, c'est comment on peut étudier l'expérience qui déborde le temps in situ de l'expérience de visite qui peut se prolonger en dehors du cadre de l'expo. Ça a été un écueil total, donc je reviendrai dessus rapidement, c'est intéressant de voir ce qui ne marche pas. Et puis, quelque chose qu'on a rajouté un petit peu en cours, c'est que les tablettes étaient proposées en prêt à l'entrée de l'exposition. Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant de regarder le profil et les motivations, les raisons de non-choix du dispositif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'intéressait aussi aux non-utilisateurs. Je me suis dit que c'était quand même intéressant de s'intéresser à ça, c'est-à-dire que même si on se dit ça fonctionne pour le public familial, les jeunes seront séduits par cette proposition, le but d'un parcours jeu intégré à un parcours expographique, c'est quand même, il y a quand même une catégorie, une partie des publics qui n'a pas envie de se prêter qui n'a pas envie de s'encombrer d'un outil, et donc on a relevé un petit peu les raisons qui avaient conduit les visiteurs à ne pas accepter cette proposition. Et du coup, voilà, c'est juste un petit détail, mais c'est pas inintéressant. On l'a décidé un petit peu en cours de route, et finalement, c'était intéressant de voir les freins finalement à l'usage de tels outils quand voilà, on vient pour autre chose, on veut voir l'exposition sans s'encombrer d'objets, parce qu'on sait on imagine que ça va augmenter la durée de visite. Enfin, après, il y a plein de justifications et de raisons qui ont émergé. Là, globalement, je vais vous faire un peu un retour sur ce que j'ai pu repérer sur ces différents terrains, donc soit en configuration d'atelier, soit des dispositifs, des interfaces numériques qui étaient intégrées à des expositions. Donc, globalement, on a pu voir une réception plutôt positive de ces expérimentations, des notions de plaisir, d'enchantement, mais plutôt liées aux interactions au sein des groupes constitués. C'est assez intéressant, je rejoins ce que vous disiez à Toulouse, ce qu'on voyait sur les études de comportement, des négociations d'un enfant qui veut aller par là. On l'a repéré parce que nous, la tablette était proposée à un groupe familial et on l'a proposée plutôt à l'enfant. Et donc, en fait, bon, il y avait des jeux de négociation. Le plus jeune, il n'était pas suffisamment habile pour tenir ça. Et finalement, ces jeux et ces interactions sur qui décide et puis qui commence étaient plutôt intéressantes en termes de négociation, d'interaction au sein des groupes constitués. En revanche, il y a eu une espèce d'utopie à imaginer qu'avec ces tablettes, il y aurait des groupes de visiteurs qui se constitueraient indépendamment du groupe constitué dès le départ. Ça, on n'en a observé aucun, donc là, pas du tout. On a pu se rendre compte qu'effectivement, il y a l'utilisation du dispositif. Alors là, c'est pareil, il y a la question de la temporalité. Au moment où on a proposé ces tablettes, on avait caché, pour ne pas montrer que c'était Apple, bref, c'était plutôt nouveau. Donc c'était vraiment une proposition faite aux visiteurs d'avoir un peu un nouvel outil entre les mains. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraîtrait quand même moins novateur. Mais c'est vrai que du coup, l'envie d'utiliser ce dispositif technique primait quand même sur l'accès aux connaissances, parce que sur cette expo en particulier, pour ceux qui avaient utilisé le jeu presque dans son intégralité, les apports cognitifs étaient quand même assez limités. Et finalement, il y avait comme une concurrence entre un parcours jeu dans une exposition qui se substituait
au parcours de l'exposition qui avait été pensé autrement. Donc c'était un peu deux usages un peu différents. Ça a généré aussi des attentes de réalité augmentée, c'est-à-dire que les visiteurs imaginaient d'autres usages que ceux qui avaient été pensés, scénarisés au départ. Donc ils mettaient les tablettes en se disant je la mets sur l'objet, et de là vont émerger tout un tas de contenus, des vidéos, des explications complémentaires. Donc on s'est rendu compte aussi de l'horizon d'attente un peu préalable lié à ces propositions d'interface. On a pu relever des problèmes de concurrence entre les supports de médiation, parce qu'en parallèle était proposé un petit livret papier qui paraissait complètement peu intéressant dans le cadre d'une visite de famille. Le plus petit, il a le livret, puis le plus jeune, il va avoir le super outil. Donc ça a été pas très bien pensé, du coup, ça fonctionnait pas, on pouvait pas du tout les proposer au même public, à la même cellule familiale, on va dire. On a noté des ambivalences importantes entre les usages intuitifs, alors plutôt des plus jeunes visiteurs. Certains visiteurs avaient un peu des hésitations à l'utilisation, il fallait un temps assez long d'explicitation, comment, si ça bug, comment on remet en marche, comment on déclenche les vidéos, ça demandait quand même pour certains un temps d'apprentissage. Pour les plus jeunes, c'était super intuitif. Mais en revanche, il y avait toujours un peu, mais j'ai besoin de repères, est-ce qu'on ne peut pas rajouter un plan et le mode d'emploi, comment... il y avait toujours à la fois le fait, c'est super utile, c'est très facile d'utilisation, c'est plutôt ergonomique, tactilement ça marche bien, on marche un peu dans une logique d'essai-erreur, et puis en même temps, une espèce de demande, un peu l'attente d'avoir des repères, un point d'interrogation, de l'aide, un mode d'emploi toujours un peu visible dans le coin de l'écran. Donc il y avait un peu cette nécessité d'avoir des repères et en même temps des usages intuitifs très marqués. Des confusions aussi entre finalement ces outils qui mettaient le public dans un environnement finalement très connecté, où du coup certains imaginaient que je sais pas, les objets tagués, ils allaient tous les retrouver après sur je sais pas, sur d'autres supports, et finalement ils avaient un peu du mal à penser comment le scénario fonctionnait, quels étaient même les critères de choix, pourquoi les objets badgés finalement, est-ce que c'était les objets les plus importants de la collection. Après ça générait tout un tas de questionnements qui étaient très déconnectés des scénarios initiaux. On s'est posé aussi la question finalement on l'a un peu abordé je crois, du niveau de discours, c'est-à-dire que moi je pensais à Toulouse, un dispositif qui doit fonctionner pour plusieurs visiteurs d'âge différents, avec mêlant adultes et enfants. On avait pensé ce dispositif plutôt pour les jeunes ados, on va dire, mais du coup, donc on a utilisé un niveau de discours d'un journaliste un peu drôle, décalé, mais du coup ça marchait pas du tout avec tout le public. Il y en a qui trouvaient ça super niais, qui critiquaient le ton, qui on nous prend pour des bêtas. Ce qui fait que ça c'est pas simple, parce qu'on pense plus des publics super catégorisés, les petits, etc. Mais quand on est dans une situation comme ça de visite conviviale, voilà, ça peut se poser souci aussi. Donc là on voit l'iPad en situation, donc on les avait équipés de petites on appelle ça sangle pour pouvoir les porter aisément, parce que c'est quand même pas des outils qui sont super légers. Donc après, d'autres résultats, j'ai un peu parlé de la culture du jeu, du numérique, et ce problème quand même quand on pense des dispositifs où il y a des représentations fortes liées au jeu, parce que finalement, sur celui-ci par exemple, il n'y avait rien à gagner. Et c'était un peu le moteur, quoi. Mais oui, mais il faut qu'on regarde tout, il faut qu'on regarde toutes les séquences. Les temps de visite moyens avec cet iPad étaient d'1h30, alors qu'on était plutôt sur des temps moyens d'expo beaucoup plus courts en général. Et il y avait l'envie d'aller jusqu'au bout, de tout faire et d'arriver à la fin en se disant je vais gagner quelque chose. Donc c'est vrai que ça génère un peu des confusions. On a pu regarder des formes d'invention, de contournement. Et ça, c'est plutôt les jeunes qui essayent de trouver un peu des usages qui ne sont pas forcément pensés dans le scénario, qui vont essayer de s'en échapper. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est... Les équipes de conception ne nous demandent pas forcément de regarder ça, mais d'étudier les usages de près, ça peut montrer un peu ces inventions, ces habiletés de certains publics à contourner soit des difficultés, soit au contraire d'inventer des nouvelles modalités. On a pu noter aussi des confusions très fortes sur notamment l'explorateur de collection Muséotouch.
entre la collection numérisée et puis la collection du musée dans sa globalité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas très précis en disant, voilà, nous, là, les gens qui regardaient, qui faisaient des sélections par des échelles de temps ou de géographie, disaient, ah, mais il n'y a rien, collection en Amérique sur telle période, vous n'avez rien, il n'y a rien dans ce musée. Puis en fait, c'était qu'une sélection d'objets qui avait été pensée, et donc on était sur un volume d'objets qui était que de 150 items, mais finalement, ce n'était pas du tout représentatif de l'ensemble de la collection du musée. Mais du coup, ça générait un peu des confusions, parce qu'on imagine la capacité de stockage du numérique en se disant on va avoir accès à toute la collection, et puis en fait, pas du tout, mais ce n'est pas dit. Donc en fait, ça génère quand même pas mal de confusion. On a déjà évoqué la question de la technologie innovante par rapport à la temporalité, par rapport aux usages domestiques qui en sont déjà faits par ailleurs, donc dans quelle mesure on dit que c'est nouveau ou pas. On a pu donc relever aussi dans cette étude le véritable écueil de la poursuite du jeu en ligne. Alors là, on n'a pas vraiment, c'est pas qu'on n'a pas de solution, mais en fait, je pense qu'il y a une rupture assez forte entre l'expérience faite au musée et puis l'espace domestique, qui est quand même un autre espace intime, et finalement de transposer des protocoles qui peuvent être faits dans le cadre d'un contrat de communication comme ça entre le visiteur et l'équipe qui évalue, elle ne fonctionne pas forcément quand on est chez soi, tranquillement, qu'on regarde son jeu, et qu'il faut quand même qu'on renvoie un document pour dire le temps qu'on est passé. Enfin bon, là, on sent qu'il y a eu quelque chose qui, dans l'intention, aurait pu fonctionner, et dans la réalité, n'a pas du tout fonctionné. Je pense que sur l'ensemble, il y a eu un retour, c'était juste inexploitable. Donc c'est vrai que ça pose quand même des défis aussi en termes de méthodologie. Un des résultats aussi qu'on a, c'est qu'on voit que le public attend du musée aussi, qu'il est positionné dans un rôle de diffusion de connaissances aussi sur les innovations numériques au sens large dans la société. C'est un lieu qui, en tout cas, en termes de perception et d'attente, les publics s'attendent à ce qu'on se positionne et à ce qu'on questionne ces enjeux-là dans l'espace muséal. Là, j'ai juste mis des petits bribes, c'est super dur parce qu'on a des corpus énormes, qui révèlent à la fois une jeune personne qui avait utilisé cet iPad pour la première fois, et c'était juste vraiment, elle était complètement fascinée par l'outil. Après, toutes les négociations, c'est comment ça marche. On fait d'abord l'expo et après on fait le jeu, et comment on va négocier ça en termes de temps, qui fait quoi, comment on commence, la concurrence entre supports, enfin bon, après il y a l'étude, elle peut être communiquée sans souci. Ce qu'on a pu voir, c'est que, ouais, ça va, je suis pas très loin de finir, c'est que finalement, dans les propositions en termes de conception, c'est qu'on privilégie quand même les interfaces naturelles, qui est le moins de freins et d'écrans finalement à la pratique, que les modes d'accès aux connaissances, en fait, ils sont pas simples, parce qu'on se rend compte que tous les ergonomies visuelles, sonores, on en a parlé déjà du son. Là, on était sur des dispositifs sans casque, donc ça fonctionnait bien dans un contexte d'expo. Mais c'est vrai que tous ces aspects-là d'orientation, de scénario, qui sont finalement pas très évidents. Et nous, dans ce qu'on a fait, je pense pas qu'on ait vraiment abouti des scénarios qui favorisent des logiques de participation. C'est quand même un peu, on reste dans des logiques plutôt quand même individuelles, où on peut faire ensemble, mais le scénario, il n'est pas pensé pour multi-joueurs, multi-utilisateurs, arriver ensemble à un objectif commun. La question du jeu, on l'a déjà abordée, mais c'est vrai qu'on oublie parfois dans les scénarios la question des consignes, comment on accompagne les succès, les échecs, les risques liés au score. Et puis la gestion des malentendus, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, des fois, on n'est pas assez transparent sur nos intentions, de rappeler que, par exemple, on est dans un contexte expérimental, que du coup, le visiteur et lui-même participe du processus de conception, et si on ne le dit pas clairement, finalement, on peut quand même se heurter à des critiques un peu fortes en disant que c'est pas abouti, que ça marche pas si bien que ça, alors que si on est très clair d'entrée de jeu sur les intentions, le contexte, l'expérimentation, elle se fait pour qui, à quelle fin, dans quel contexte, il joue le jeu vraiment
enfin très franchement, et c'est plutôt bien vécu. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que on retrouve finalement, il n'y a pas du tout de la technologie qui se substituerait à l'humain, mais que finalement on retrouve bien souvent la médiation humaine de la médiation technicisée. Voilà, après je reprends, je pense, des choses qu'on a pas mal abordées sur le fait que ça a des effets majeurs sur les pratiques d'acteurs, qu'effectivement le recours au numérique interroge les notions d'espace-temps. Moi, à mon niveau, c'est vrai que ça pose un défi méthodologique, parce que du coup, on n'est plus sur le temps d'expérience, mais qu'est-ce qu'on fait d'amont et qu'est-ce qu'on fait de toutes les formes de prolongement proposées par le numérique, et comment on peut trouver et mettre en œuvre les outils cohérents pour avoir un retour d'expérience sur cet après. Donc là, ça reste un petit peu... Je pense qu'il y a des chercheurs qui doivent s'emparer de ces terrains, et il va falloir qu'on trouve des bons outils ensemble. Tout ce qui concerne les logiques de contribution, donc c'est vrai, on l'a vu, on propose des accès directs au contenu, aux médiateurs, qui permettent une réactivité au contexte, à l'actualité, donc ça c'est assez intéressant. Et en même temps, on voit que ça ouvre un potentiel énorme, et alors c'est intéressant parce que l'exemple de Roland Topalian le montre, ces dispositifs contributifs constituent quelque part des corpus hyper intéressants, une photographie à un moment T de réaction de public sur une question, mais souvent c'est pas intégré, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas préoccupé de ce qu'on allait faire de ça. Est-ce que ça constitue une forme de patrimoine immatériel? Est-ce qu'on va mettre une équipe de chercheurs pour travailler là-dessus? Enfin voilà, on se pose ces questions quand on est sur des expositions où on imagine un espace de contribution, de prise de parole sur des enjeux, et finalement vous avez une réponse éditoriale à cette question, mais qui est intéressante parce qu'au moins ce corpus, il a servi quand même à quelque chose, et il trouve une forme de traitement au-delà du temps éphémère d'un projet ou d'une exposition. Voilà, je termine. C'est un gros bouleversement en termes de fonctionnement, de pratique d'acteurs, parce que du coup, ça touche toutes les strates. On travaille du coup de manière très horizontale. C'est pas juste le webmaster est concerné, les concepteurs d'expo, le conservateur est concerné. Et on n'a pas complètement l'habitude de travailler comme ça, donc c'est des logiques qui amènent des nouvelles manières de s'organiser. Ça questionne beaucoup les logiques d'autorité et de légitimité, donc on l'a vu dans les exemples, hein. C'est-à-dire que quid de la modération, quid de la position éditoriale du musée, et à chaque fois, et donc les réticences, parfois elles sont fortes parce que justement on a peur du n'importe quoi, toute parole du coup deviendrait légitime dans l'espace muséal, donc on voit que ça, les freins qui émanent, ils s'expliquent aussi par cette question-là. Ça demande l'acquisition d'une culture numérique commune. Nous, on avait vu quand on a commencé à travailler avec Erasme, on n'avait pas le même discours, pas le même lexique. On se regardait, on avait l'impression de ne pas parler la même langue. Donc c'est vrai que ça se travaille. Voilà, je vais terminer parce que sinon on n'aura plus le temps de discuter.